Mesdames et messieurs, chers invités, merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de commencer, je vais vous inviter très respectueusement à vous lever pour faire une minute de silence en mémoire du général Mathieu Kérékou. Merci. Merci à tout le monde donc, pour cette minute de silence observée en mémoire du général Mathieu Kérékou. Alors donc, je vous le disais tantôt, tout à l'heure, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de participer à cet atelier un peu spécial. Il est question, ou il sera question, bien entendu, de renforcement de capacité, mais dans un style un peu différent. Un style différent parce que pour susciter l'adhésion de tous à ces projets et donc éclairer l'opinion sur ces différents sujets, l'Association béninoise de droit constitutionnel a opté pour l'organisation de ces workshops. Alors, très rapidement, de quoi est-ce qu'il s'agit? En réalité, l'initiative vise à réaliser des analyses prospectives des différents maux qui freinent le développement du pays. Ces réflexions feront bien entendu l'objet de dissémination et également de publication. Mais le plus important de ces échanges, c'est que ces échanges donc, permettront d'accroître la participation citoyenne à la gouvernance. Mesdames et messieurs, chers invités, dans cette logique, donc, plusieurs thèmes seront traités tout à l'heure et également sur la durée et concerneront aussi bien l'aménagement, l'unité nationale que la politique. Et comme nous sommes à quelques mois déjà de la fin d'une gouvernance, donc que nous approchons d'une élection présidentielle, qui est d'ailleurs une joute très importante, l'association a choisi, en vous invitant ce matin, ouvrir le débat sur la participation des partis politiques à cette élection. En un mot, quel rôle joueront donc les partis politiques avant, pendant et après l'élection présidentielle en vue de garantir la stabilité démocratique dont jouit le Bénin depuis pratiquement 25 ans. C'est donc autour de cette interrogation principale que vont tourner les échanges de ce jour. Et je vous annonce juste qu'après la cérémonie d'ouverture et sous la conduite donc du professeur Joël Aïvo, nous aurons droit dans un premier temps aux premières communications. Je vous informerai bien entendu au fur et à mesure, mais sachez déjà que nous aurons le professeur Arifari Bako et l'ancien ministre et ancien député Lazare Maurice Serruito qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre et ils vont nous développer les deux premiers thèmes. Il s'agit des partis politiques avant, pendant et après l'élection présidentielle et la sélection des candidats à l'élection présidentielle. Suivront ensuite l'ancien ministre Sylvain Akindes et le directeur de la logistique à la Sénat, M. Rufin Godjo, qui, eux, vont se pencher sur l'apport des partis politiques à la gestion du pouvoir et l'égalité des chances des différents candidats. Nous allons retrouver, bien entendu, comme je vous le disais, tous ces panélistes d'un moment à l'autre, mais avant, le plan des travaux du workshop, c'est bien ça, de ce jour rappelle le point 1, qui est donc la cérémonie d'ouverture. Et je vais inviter très respectueusement le secrétaire général de l'association, Gilles Badé, pour son mot de bienvenue. Je voudrais, avec l'autorisation du président de l'Association béninoise de droit constitutionnel, le professeur Frédéric Joël Aïvo, vous souhaiter la bienvenue pour nos premiers entretiens politiques et vous dire un petit mot sur notre association, l'Association béninoise de droit constitutionnel, qui a été créée en juillet 2009 et qui a pour ambition de favoriser le développement des études en droit constitutionnel, de regrouper et de diffuser la connaissance sur les questions de droit constitutionnel, de démocratie, de bonne gouvernance, de consolidation des institutions et généralement de tout ce qui a trait au développement de la foi au droit et aux solutions constitutionnelles licites. Depuis notre création, nous avons essayé d'œuvrer dans un certain nombre de directions. Nous avons réfléchi sur quelques thématiques comme le contentieux des élections, la contribution de la communauté internationale à la transparence des élections, la Cour de justice de la CEDEAO, quel bilan. Nous avons organisé un premier grand colloque en hommage à l'un des pères fondateurs de la Ve République, le professeur Ahanzo Glélé, dont l'ouvrage d'ailleurs est disponible ici actuellement et que vous pouvez consulter ou acheter. Nous avons eu, après ça, à publier beaucoup de travaux. Je cite par exemple l'annuaire béninois de justice constitutionnelle. Et nous avons aussi essayé de réfléchir
parfois, quand nous voyons qu'il y a quelques sujets de tension ou quelques risques de discordance entre les institutions de la République, nous avons essayé de réunir ces institutions et de discuter avec les acteurs sur ce qu'il fallait comprendre, harmoniser les points de vue, sur les interprétations qu'il fallait avoir sur un certain nombre de dispositions constitutionnelles. Nous avons ainsi, par exemple, organisé un atelier sur les rapports entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle, ainsi qu'un autre sur les rapports entre la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Depuis quelques mois ou quelques semaines, nous avons commencé à faire des réflexions sur tout ce qui touche à l'animation de la vie politique. Ainsi, on a eu un atelier sur l'engagement des jeunes en politique et nous entamons aujourd'hui une série d'entretiens politiques sur des questions d'intérêt national, comme vous le voyez, les élections, l'élection présidentielle, l'unité nationale et un certain nombre de thématiques, la charpente ou l'architecture idéale pour un gouvernement dans une société démocratique, etc. etc. Donc, nous avons depuis longtemps et toujours bénéficié d'un certain nombre de partenariats techniques et financiers. Le Centre de droit constitutionnel de l'Université d'Abomey-Calavi, la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi, l'École nationale d'administration et de magistrature, au plan technique, mais aussi au plan financier, l'Organisation internationale de la francophonie, le Programme des Nations unies pour le développement, la Fondation Konrad Adenauer, mais aussi et surtout un partenaire traditionnel, la Fondation Hans Seidel, qui nous appuie encore aujourd'hui et avec lequel nous avons développé, disons, la proximité la plus grande en termes de partenariat. Nous remercions très sincèrement la Fondation Hans Seidel. Je n'oublie pas aussi Osiwa et d'autres qui nous apportent leur soutien. Mais c'est surtout vous qui participez à nos activités, qui acceptez de venir nous soutenir par vos réflexions, vos contributions, qui nous permettez d'atteindre progressivement les objectifs que nous nous fixons. Je voudrais donc, pour cela, vous remercier d'avoir dégagé du temps pour être présent à ces réflexions, à nos premiers entretiens politiques. Vous remercier infiniment de la disponibilité et de tout ce que vous nous apporterez comme contribution afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Je vous remercie. C'était donc, mesdames et messieurs, le mot introductif du secrétaire général de l'association. Il a profité en même temps de son mot de bienvenue pour présenter très rapidement l'association. Je suis sûr ici que beaucoup de personnes savent déjà ce que fait cette association. Il a également présenté les différentes activités que l'association a eu à mener depuis quelques temps déjà. Alors, dans son mot introductif également, il a remercié la Fondation Hans Seidel. Nous sommes ici, nous avons avec nous la représentante de la Fondation Hans Seidel et je vais donc l'inviter très respectueusement à prononcer son mot de bienvenue. Monsieur le Président des institutions, Monsieur le Ministre, honorables députés, autorités politiques, religieuses et traditionnelles, chers participants, à vos rangs et grades, Mesdames et Messieurs, vous allez me permettre tout d'abord de vous saluer et de vous remercier de votre présence dans cette salle. Cette présence nous honore et met de la hauteur à notre atelier. La Fondation Hans Seidel, au service de la démocratie, de la paix et du développement, voudrait par cet atelier ou poursuit par cet atelier deux objectifs. Celui d'accroître la participation citoyenne des Béninois et le second objectif, c'est de vous donner les outils essentiels, indispensables pour les prochaines élections présidentielles. Et c'est en ce sens que je voudrais vraiment remercier le professeur Joël Aïvo pour avoir initié cet atelier dans ce sens et vous avoir aussi invité parce que vous êtes les premiers acteurs de l'action politique au Bénin. Ceci dit, je voudrais, au nom de la Fondation Hans Seidel, vous dire que nous n'allons pas, en tant que fondation politique, rentrer dans le débat politique. C'est un peu contradictoire ce que je suis en train de dire, mais nous sommes là pour donner les instruments dans les coulisses
pour aiguiller là où il faut, mais nous n'avons pas le droit d'être actifs sur le champ. Donc, vous allez nous excuser de ne pas pouvoir donner notre point de vue sur certains points qui concernent cet atelier. Ceci dit, donc, nous allons plutôt être attentifs aux communicateurs et devoir tirer le maximum de points essentiels pour les prochains enjeux électoraux. Voilà, donc je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Mesdames et messieurs, c'était donc Madame Aridja Franck de la Fondation Anseidel, fondation qui appuie par ailleurs justement l'Association béninoise de droit constitutionnel. Je retiens dans son adresse tout à l'heure que l'heure n'est pas au grand discours, mais aux actes concrets. Alors, pour faire court et aller très vite, je vais donc donner la parole maintenant au professeur Joël Frédéric Aivor pour son mot de bienvenue. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier la Fondation Anseidel, Madame Aridja Franck, pour le soutien constant et la disponibilité que nous avons toujours trouvé avec vous et qui nous permet d'organiser les différentes activités dont le secrétaire général Gilles Badé a parlé tout à l'heure. Ensuite, je voudrais, au nom de l'association, et Gilles Badé l'a fait tout à l'heure, remercier vraiment toutes les personnalités politiques de premier plan de notre pays qui ont fait le déplacement, personnalités politiques de tous bords qui sont présentes dans cette salle et qui, au fond, font la démonstration de ce que, au-delà des divergences nécessaires en démocratie, il est parfaitement possible de se mettre ensemble pour rechercher les solutions à nos problèmes et de voir comment il est possible d'améliorer à la fois nos élections, mais le fonctionnement de notre démocratie. Je voudrais remercier tout particulièrement le président Idji, que j'ai eu il n'y a pas longtemps et qui a traversé des kilomètres pour être avec nous ce matin. Je voudrais vraiment remercier le président Idji et remercier également le président Candida Zanaï, que j'ai eu au téléphone hier, qui a d'autres occupations, mais qui, en raison de la thématique, a également décidé de nous consacrer cette matinée pour nous faire partager ses vues et ses réflexions sur la thématique que nous avons proposée. Je remercie également le ministre Otonyi et Mme Colette Poueto. Je vois l'honorable Amesetou Afodjobo. Je vois également le président Adanlin. Je remercie vraiment toutes les personnalités qui sont venues ce matin nous appuyer. Ensuite, vous me permettrez de remercier les représentations diplomatiques qui ont voulu ce matin être l'œil discret pour savoir ce que nous avons l'habitude de faire à l'Association béninoise de droit constitutionnel et quel est peut-être le niveau, quel est l'état des discussions sur la préparation des prochaines élections et le rôle que les partis politiques peuvent jouer pour ces élections. Ensuite, je remercie tous ces chercheurs, tous nos collègues de l'université. Je vois Madame le doyen à Guémo Sekirat, je vois le secrétaire général de l'université d'Abomey Calavi, le professeur Biobigou, et je vois plein d'autres collègues qui sont là, le professeur Sokwenou. Je remercie vraiment tous les collègues qui ont fait le déplacement ce matin et qui vont, on va dire, à leur façon, avec la distance nécessaire qu'on prête aux universitaires, avec ces distances nécessaires, participer à ces échanges et nous faire partager également leurs différents points de vue sur la question. Je voudrais enfin, et j'en aurai terminé avec les remerciements, au nom de l'association, remercier le groupe Canal 3, qui est notre partenaire technique et qui a décidé avec nous de faire en sorte que l'ensemble de nos échanges ce matin, toutes les communications et les échanges de la salle puissent être portés à l'attention de nos compatriotes pour que le pays soit plus ou moins, modestement c'est notre contribution, préparé un peu à ces enjeux liés aux élections présidentielles. Et l'ensemble des journalistes qui sont dans cette salle, qui nous permettent à chaque fois à l'association de diffuser nos idées et de montrer au pays les quelques contributions, modestes contributions de notre association, non seulement sur le terrain du droit constitutionnel, mais également sur le terrain de l'animation de la vie publique et du renforcement des institutions de notre pays. Le contexte de cette initiative, le docteur Gilles Badé l'a rappelé, c'est un projet, les premiers entretiens qui s'inscrivent, on va dire, dans un programme global qui partiront ce matin des premiers entretiens sur les partis politiques et les élections présidentielles. Et ensuite,
le mercredi prochain, le 11, nous organisons un autre workshop, les deuxièmes entretiens, sur la rationalisation de la fonction gouvernementale. C'est au fond l'idée de savoir, tout le monde en parle, avec combien de ministres il est possible de diriger le pays en atteignant les objectifs de développement, avec combien de ministres il est possible d'avoir des politiques publiques efficaces, en même temps d'avoir d'épargner les finances publiques, avec combien de ministres, quel profil. Et là aussi, nous avons convoqué un certain nombre de spécialistes, de personnalités dont l'expérience peut nous permettre d'avoir une idée à peu près en dehors de la politique, de l'architecture gouvernementale pour notre pays à partir de la mandature qui va s'ouvrir. Enfin, comme activité, dernière activité de cette boucle, c'est le colloque international que nous organisons au mois de décembre prochain, les 7 et 8 décembre prochain, sur la constitution et les crises en Afrique. Il suffit de regarder un peu autour de nous. On voit que beaucoup de constitutions dans la sous-région sont dépassées par les tensions politiques et parfois sont incapables de résoudre les problèmes politiques et parfois nous assistons à des crises aiguës, à des conflits armés violents et l'association avec le partenariat toujours de Hans Seidel mais également de l'Organisation internationale de la francophonie a décidé d'ouvrir une réflexion et de convoquer presque tous les spécialistes du monde entier sur cette question pour en débattre et Cotonou sera la capitale de cette réflexion. En ce qui concerne l'objectif de ce matin, l'activité de ce matin, mesdames et messieurs, notre objectif est au fond de préparer un peu le terrain de ces prochaines élections, de rappeler, s'il en était encore besoin, l'importance des partis politiques et des coalitions de partis politiques dans l'animation de notre vie politique. Est-ce qu'on peut grand-chose sans les partis politiques, en politique, en démocratie? Notre vœu, modestement, à l'Association béninoise de droit constitutionnel est double. Nous souhaitons, comme de millions de Béninois, comme de millions de nos compatriotes, nous souhaitons entendre les partis politiques. Nous souhaitons écouter les partis politiques. Nous sommes à 4 mois de l'élection. L'élection majeure, tournant majeur, décisif, qui va peut-être conditionner, non pas les 5 prochaines années, peut-être les 10 prochaines années. Nous souhaitons entendre les partis politiques. Les entendre, non pas seulement sur qui doit diriger le Bénin. On veut les entendre, nous souhaitons les entendre, plutôt sur avec quelles idées, avec quels projets, avec quelles solutions. Parce que comme vous le savez, nous avons plusieurs problèmes qui s'accumulent, mais de moins en moins de solutions. Notre vœu, et là aussi d'ailleurs le vœu de la plupart de nos compatriotes qui croient en la démocratie et qui considèrent les partis politiques comme étant les piliers de la démocratie, notre vœu, c'est de voir les partis politiques devenir ou rester, on va dire, des écoles de formation de l'élite politique de demain, l'élite politique de l'État, des écoles de formation des futurs maires, des maires de demain, les écoles de formation des députés de demain, des ministres de demain, des chefs d'État de demain, pour que, citoyens que nous sommes, nous ne nous retrouvions pas subitement, brusquement, brutalement, propulsés au-devant des responsabilités. Que des citoyens ne se découvrent pas violemment en Conseil des ministres, sans se connaître, sans avoir eu des idées ensemble, partager des idées ensemble, traverser, on va dire, des situations difficiles, avoir structuré des solutions ensemble, et maintenant avoir l'occasion, en Conseil des ministres et au cœur du pouvoir d'État, avoir l'occasion enfin de mettre en œuvre les idées qu'ils ont traînées pendant des années. Voilà, au fond, le vœu que nous avons. Notre vœu aussi, c'est, au fond, en initiant ces initiatives, c'est d'inciter les partis politiques pour qui nous avons le plus grand respect parce que nous considérons que les partis politiques, avec les modestes moyens qu'ils ont, sans financement public, que ce sont encore ces partis politiques avec toutes ces difficultés qui animent la vie politique sans financement public. C'est d'ailleurs, peut-être un jour, on en parlera, un des chantiers de demain, des réformes qu'il faut pour asseoir notre démocratie autour des partis politiques. Je disais donc que notre vœu également est d'inciter ces partis à devenir des laboratoires de solutions aux problèmes qui s'accumulent dans notre pays et que rencontrent la plupart de nos compatriotes. Enfin, je voudrais finir par ces mots. Ces quelques mots que je soumets à votre haute attention et à votre réflexion.
Mesdames et messieurs, je vois certains se battre pour garder le pouvoir à l'Est. Et d'autres se préparer également pour l'envoyer à l'Ouest. Mais à mon humble avis, et au thème des élections qui arrivent, je suis persuadé que la priorité, ce serait, au thème de ces élections, ce serait de rendre le pouvoir aux citoyens. Ce serait d'orienter le pouvoir, de déployer le pouvoir pour tous ces problèmes, pour résoudre tous ces problèmes que nous vivons, que vous connaissez, les partis politiques. Les problèmes de corruption, devenus endémiques, incontrôlables, des problèmes de chômage, des problèmes de politisation de l'administration, les tensions ethniques dans le pays, l'inefficacité de nos institutions, la faiblesse des contre-pouvoirs, faiblesse dangereuse des contre-pouvoirs, l'envahissement du pays par ce que j'appelle des déchets modernes. Voilà autant de problèmes pour lesquels je pense que quelle que soit l'issue des prochaines présidentielles que nous voulons, à notre niveau, apaisée, sincère et transparente, quelle que soit l'issue, notre souhait est que, au fond, le pays soit dans un état de réforme, un état d'être gouverné, un état d'être modernisé, mais surtout, que notre pays, que le pouvoir soit en capacité désormais de faire face à tous ces problèmes qui commencent à dresser nos compatriotes contre l'État, qui commencent à dresser nos compatriotes à défier les représentants de l'État, que tous ces problèmes qui sont insatisfaits et qui peuvent demain, si l'on y prend garde, devenir une bombe sociale. C'est la raison pour laquelle, messieurs les chefs de partis politiques, messieurs les ministres, monsieur le président, chers collègues, chers amis, c'est la raison pour laquelle notre association a modestement initié ces discussions et nous sommes heureux d'avoir autour de cette table le ministre Arifari Bako, non pas parce que seulement il est professeur à l'université, mais brillant ministre des Affaires étrangères, je passe sous le contrôle du président Edikola Olé, mais en même temps, président de la commission des Affaires étrangères, fin connaisseur de ces questions, qui va nous livrer également ses vues sur la question. Le ministre Lazare Sekouto, président de Force Clé et membre du bureau politique de l'Union fait la Nation, va nous rejoindre tout à l'heure pour sa communication. Rufin Godio, qui est un spécialiste qui a fait un travail formidable sur la question et nous avons souhaité qu'il vienne partager avec l'assistance la question liée à l'égalité de chance des candidats dans une élection. Et enfin, notre ancêtre, le ministre Sylvain Akides Adipédiou, qui va nous parler de la gestion du pouvoir et quel rôle les partis politiques doivent jouer et ont joué dans la gestion du pouvoir. Voilà de façon générale les quelques mots que je voudrais vous livrer, soumettre à votre réflexion aussi. Et c'est sur ces mots que je déclare ouvert ces premiers entretiens de l'ABDC. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci. Nous allons donner la parole aux communicateurs qui sont déjà avec nous et ils vont se prononcer, ne serait-ce jusque pendant 2 minutes, sur ce qui sera dit tout à l'heure. Ils vont donc vous présenter un bref aperçu de ce qui sera dit. Après les communicateurs qui sont déjà là, nous allons donner également la parole à quelques personnalités. Il y en a beaucoup ici, à quelques personnalités politiques qui vont également se prononcer à leur tour, elles, sur l'initiative et sur l'idée qui est en train d'être déployée ici. Donc, je vais commencer par donner la parole au professeur Arifari Bako. Ancien président d'institution de la République ici présent, mesdames et messieurs les membres, anciens membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, monsieur le président de l'Association béninoise de droit constitutionnel, distinguées personnalités, mesdames et messieurs les participants, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette rencontre scientifico-politique qui nous offrira, je dirais, l'occasion d'échanger sur une question de l'actualité brûlante, les élections ou l'élection présidentielle de 2016.
j'ai été sollicité pour dire quelques réflexions sur les partis politiques avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2016. Je suis persuadé que aucun des processus n'est encore achevé. Avant l'élection, nous sommes dedans. Pendant l'élection, c'est à venir. Après l'élection, encore à venir. Donc, on me demande une tâche de démiurge. Comprenez donc pourquoi nous allons nous référer surtout aux expériences antérieures, bien entendu, qui sont suffisamment riches de leçons pour nous permettre d'envisager avec plus ou moins de sérénité ce dans quoi nous sommes et qui est en cours, ce qui est à venir ou tout ce qui est à venir. Donc, merci au professeur Nassirou Arifari Bako, qui est d'ailleurs très pressé. Nous allons vous écouter tout à l'heure, juste après la petite pause. Et nous allons ensuite maintenant donner la parole à un autre communicateur qui est également installé au Présidium. C'est M. Rufin Godjo, qui est directeur de la logistique à la CEDA. Et lui va intervenir tout à l'heure, après la reprise des travaux, sur l'égalité de chance des candidats à l'élection présidentielle. Je rappelle que nous avons encore beaucoup de personnalités ici à qui nous allons donner la parole tout à l'heure. Donc, M. Rufin Godjo, rapidement, en 2 minutes, présentez-nous ce que vous allez exposer tout à l'heure. Ok, merci. Je ferai les civilités durant la communication, puisque j'ai 2 minutes juste, je crois, pour des besoins de communication. Nous avons en 90 opté pour la démocratie libérale au Bénin, qui implique que plusieurs partis politiques, plusieurs associations, plusieurs personnalités puissent, à des moments réguliers, se présenter à diverses élections. Il se fait qu'au nombre des élections, on considère à juste titre que la présidentielle est l'élection majeure, l'élection centrale. Et on a vu les différentes gouvernances depuis 1990 que le chef d'État est un élément central du processus. Le Bénin a déjà eu la chance d'organiser 5 élections présidentielles et se trouve à l'avant-veille d'une 6e élection présidentielle. Lorsqu'on passe au scanner ces différentes élections, on pourrait, je crois, à juste titre, affirmer que ça s'est plus ou moins bien passé. Plus ou moins bien passé quand on considère qu'en cas d'alternance, il n'y a pas eu de contestation majeure, de violence et autres. Mais la question, c'est de savoir quelle est la chance, quelles sont les chances des candidats dans cette compétition-là. C'est une question complexe sur laquelle, sous le contrôle du professeur Ivor, on a travaillé. C'est un peu difficile de dire, mais nous sortirons quelques éléments qui pourraient permettre de baliser le chemin. Dans un premier temps, lorsque nous lisons la Constitution du Bénin, et que nous lisons le Code électoral, et que nous lisons un peu l'ensemble des tests officiels, je crois qu'il y a de la générosité dans le pays. Que celui qui a les capacités, le coffre, la possibilité, quelques petits liftings sur l'âge, éventuellement plancher au sommet, peut être candidat. Il n'y a pas de restriction majeure. Il n'y a pas de disposition au niveau de la Constitution ou de disposition légale qui empêche quelqu'un d'être candidat sur une base qu'on peut décrire comme son origine ou son niveau de connaissance, son niveau de richesse et autres. Mais lorsqu'on dépasse les documents qui sont muets et qu'on va dans la pratique, on réalise que les chances ne sont pas les mêmes, que l'égalité des chances devient problématique, qu'il y a quand même de petits patins, qu'il y a quand même de petits freins, qu'il y a des obstacles qui disent pas leur nom. Et nous savons très bien que dans une vie passée, j'observais les élections comme un profane. Aujourd'hui, je suis dans le temple des élections. On ne gagne pas les élections le jour du scrutin. Ce n'est pas vrai. On gagne les élections bien avant le jour du scrutin. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que, dans le cas de la présidentielle, un homme ou une femme gagne l'élection avant le jour du scrutin? Je crois que c'est la manière de formater l'opinion de l'électeur.
plusieurs réglages chez nous. Nous savons qu'au Bénin, nous avons de grands électeurs. Ce qu'un ancien président pense d'un candidat, ce n'est pas ce que l'étudiant de clavier pense du candidat. Ce n'est pas possible. Ce que les patrons des médias, Malik Gomina devant moi, pensent d'un candidat, ce n'est pas ce qu'un Zémidjan pense d'un candidat. Donc, tout ça, mis ensemble, finit par formater l'opinion et à fabriquer un profil invisible que l'électeur véhicule avant le jour du scrutin. Et au nombre des éléments qui jouent contre la chance dans bien des cas, il y en a plusieurs, nous avons retenu 2. Le premier élément, c'est l'impact des médias. Officiellement, les médias ont pour job d'éduquer, de former, de divertir, mais les médias ont un grand potentiel de manipulation de l'opinion. Et ça, il faudra en tenir compte. La deuxième chose, c'est la question du financement des élections. Cette question, lorsque nous travaillions avec le professeur à Ivor, était totalement nébuleuse, lancinante, imperceptible, insaisissable. Aujourd'hui, je crois que les souffleurs qui étaient dans les coulisses sont allés sur la scène. Ceux qui financent les élections ont estimé qu'enfin, les acteurs politiques ne jouent pas bien leur rôle et qu'il faut quand même maintenant se mettre devant, peut-être pour rectifier ci ou ça. Ces 2 éléments, me semble-t-il, à la veille d'une élection présidentielle, doivent faire l'objet de débats sérieux. Le professeur Ivor a parlé tantôt de la question du financement public, je dirais substantiel, des partis politiques. Pour qu'on sache d'où vient l'argent des élections, c'est une question substantielle. On dit en anglais que celui qui vous achète la pipe doit imposer le sens de la fumée. Et donc, celui qui finance les élections doit à un moment donné demander quand même quelques reliquats ou des ristournes si vous voulez. Et donc, c'est sur ces 2 défis que je voudrais qu'on réfléchisse et voir après les influences parallèles. Par exemple, nous avons vu l'ORTB, je pense qu'ils sont dans la salle, aurait pu peut-être faire la censure lorsque le président Goodluck Jonathan est venu, après le chaos, à la limite menacer les Béninois. I will never allow any trouble not far from the border of Nigeria. Je ne permettrai pas des troubles non loin des frontières du Nigeria. Et donc, pour fabriquer... Je me permets de vous arrêter. Ok, merci beaucoup. Vous allez pratiquement vous développer. Mesdames et messieurs, on constate, et je constate avec vous également, que tous les sujets sont très importants et que nous allons en parler donc longuement au cours de cette journée. Cette journée qui sera d'ailleurs très très longue parce que nous aurons 4 communications. Alors pour maintenant aller très vite, parce que j'ai devant moi ici une belle brochette de personnalités, environ une dizaine de personnalités. Et si on doit chronométrer le temps de parole, 2 minutes par personnalité, ça nous fait déjà 20 minutes. Si on peut rester dans les 30 minutes, ce sera très très bon et on pourra ensuite continuer l'ordre du jour comme cela a été établi ici. Donc je vais demander à toutes les personnalités qui vont intervenir de vraiment être succincts et de résumer tout ce qu'ils auront à dire. Alors je vais donc commencer à donner la parole au président Antoine Idji Kolaolé. Je vais l'inviter à dire un mot à l'endroit des participants parce que ce que nous n'avons pas dit ici, c'est que les participants sont aussi bien les leaders politiques, les jeunes militants, les étudiants et également la société civile. Donc, président Antoine Idji Kolaolé, vous allez nous dire très rapidement, 2 minutes, 3 minutes, pas plus, un mot à l'endroit des participants et également à propos de cette initiative. Merci beaucoup, monsieur le protocole de la réunion. Merci en particulier parce que je suis malheureusement contraint de partir assez rapidement. Mais je suis ici avec énormément de plaisir et je voudrais remercier très spécialement le professeur Joël Ivor qui me fait l'amitié de m'inviter de temps à autre à ces rencontres que je trouve extrêmement intéressantes. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je salue toutes les personnalités ici présentes, tous les patriotes ici présents. En 2 minutes, je ne sais pas ce que je peux vraiment dire. Je voudrais dire d'abord merci, réitérer mes remerciements et dire qu'il est capital pour notre pays que ce genre de rencontres scientifiques
politico-scientifiques? Non, scientifiques. Que ces rencontres demeurent scientifiques. C'est-à-dire que vous puissiez, à ces occasions-là, dire les choses sur la base de faits, les choses qui sont vraies, qui sont réelles, qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas contourner. Le protocole de la réunion disait tout à l'heure que nous allons vers la fin d'une gouvernance. J'espère qu'il a raison, je n'en suis pas sûr. Nous allons probablement vers la fin d'un gouvernement, mais il se peut très bien que ce soit après nous, c'est nous, et que la gouvernance ne change pas. Ça a changé, paraît-il. Après nous, c'est ensemble, n'est-ce pas? Le professeur Aïvo disait aussi dans son mot de bienvenue des choses absolument capitales. Je n'ai que 2 minutes. Moi, je voudrais dire très succinctement mes préoccupations. Aujourd'hui, à quoi assistons-nous? À mon avis, nous assistons à la liquéfaction de l'État. Il faut qu'on se rende compte de cela. On dit que les partis politiques sont inaudibles, ne parlent pas. C'est le reproche qu'on nous fait, nous, très souvent à l'Union fait la nation. Mais nous parlons. Nous parlons. Mais pour qu'un seul mot de l'Union fait la nation soit entendu, il faut débourser au moins 1 million de francs. Nous ne sommes pas financés. D'autres sont plus grassement financés. Nous ne sommes pas financés. Et donc, si nous parlons dans nos bureaux, dans nos salles de réunion, dans nos chambres, personne n'entend. Professeur Joël Aïvo, vous n'entendez pas. Malik Gomina n'entend pas. L'ORTB surtout n'entend rien du tout. Nous parlons et nous travaillons. Certains pensent que l'arrivée des hommes d'affaires dans l'arène politique a tétanisé les partis politiques ou les a rendus groggy. Non. Non, ils agissent. Les partis continuent d'agir, mais agissant comme ils peuvent. Et c'est ça notre problème. Est-ce qu'avec 500 partis politiques, est-ce qu'on a des partis? Ce que nous, à l'Union fait la nation, nous répétons constamment depuis, c'est que vous ne pouvez pas avoir 500 partis politiques non financés. Vous ne pouvez les avoir que sur des bases régionales, sur des bases ethniques. Moi, je souhaite, ça vous paraîtra peut-être pas sincère, mais je suis sincère. Je souhaite que le FCBE reste parti, qu'il ne se disloque pas. Parce que je souhaite que nous ayons des partis politiques réels qui transcendent les régions, qui transcendent les ethnies. Et que nous ayons un financement politique des partis. Il n'y a pas d'égalité de chance. Si vous n'entendez pas les partis ne désignent pas leurs candidats. Mon Dieu, mon Dieu. Mais si nous ne faisons pas attention à cela, et vous nous avez permis, professeur, je ne sais pas si vous nous avez mis ensemble, vous nous avez mis côte à côte dans cette salle. Je souhaite réellement que nous puissions être ensemble pour résoudre un certain nombre de problèmes qui vont nous sauter au visage. Et FCBE, Union fait la nation et tous les autres, ces problèmes risquent de nous sauter au visage si nous ne les considérons pas, si nous ne les examinons pas sérieusement. Et c'est vous, c'est, messieurs les professeurs, messieurs les chercheurs, c'est vous qui pouvez les examiner parce que moi je suis empêtré dans l'action quotidienne et je ne peux pas voir tout. Mais vous êtes plus ou moins détachés, parfois plus, parfois moins, mais vous êtes détachés quand même. Et cela peut nous permettre réellement de faire des avancées et de remettre notre pays sur les rails. Nous en avons besoin. Et c'est une chance. Si nous ratons le coche au niveau de ces élections, je ne sais pas où ira notre pays. Je dis, faisons attention à la liquéfaction de notre État.
ce n'est dans l'intérêt de personne. Encore une fois, merci, monsieur le professeur, de m'avoir invité et de m'avoir permis de dire ces quelques mots, d'exprimer ces quelques inquiétudes. Merci beaucoup. Merci donc au président Antoine Idji Kolaolé qui a essayé d'être très court. Il a essayé d'être très court et je vais donc demander aux autres intervenants d'être véritablement courts. Alors, nous avons ici des personnalités aussi bien de l'opposition que de la mouvance. Et comme ils ont choisi d'être assis, enfin, ces personnalités assises côte à côte, on va donc donner la personne, on va sauter la petite touche blanche et donner la parole à M. Candide Azaraï. Merci. Je voudrais remercier le professeur Joël Aïvo qui m'a fait l'amitié et la considération à ma petite personne de m'appeler et de m'inviter à cette séance. J'avoue que c'est à cause de lui que je suis venu, sinon je n'ai plus l'habitude des séances de ce genre. Vous me connaissez, je suis libre dans mes propos, dans mes conceptions. Parce que c'est des séances, je souhaite que celle-ci ne soit pas comme les autres. C'est des séances de maquillage, d'artifice. Et je n'aime pas les maquillages. Mais je crois que cette remarque faite, à l'issue de cette séance, nous dépasserons la phase, la couche des maquillages pour aborder les problèmes dans leur réalité. Malheureusement, nous n'avons que 2 minutes. Et vous savez qu'en 2 minutes, on ne peut rien dire. On ne fera que de la figuration. L'image va dire que nous sommes là, alors que nous n'avons rien compris, nous n'avons rien dit, nous n'avons même pas eu le temps de poser les problèmes. D'autant plus que c'est une science qui se veut scientifique. Je vais dire, au niveau de la classe politique, il n'y a pas que des nouilles, des ignorants, des choses. Il y a des scientifiques qui non seulement sont des scientifiques de la chose, mais sont des praticiens de la chose, donc qui peuvent en rendre compte. Donc, à des occasions de ce genre, il faut nous permettre de disposer du temps pour rendre compte du vécu et pour paramétrer ce vécu dans les théories, dans les modèles de développement que nous avons, des modèles politiques que nous avons. Ceci étant, j'abuserai un peu lorsque je vais demander à ceux qui ont la gestion du chronomètre et de dire 2 ou 3 mots sur les centres d'intérêt ouverts par les communicateurs et par le modérateur. La première question, c'est la forme de l'État. C'est la forme de l'État. Tout est dans le préambule de la Constitution. Je ne vois rien d'autre qui soit en dehors du préambule de la Constitution. Parce que ce que les gens oublient dans ce pays, nous sommes dans une nouvelle république qui est entrée en vigueur le 1er mars 1990. Et cette république est issue d'une entente, d'un consensus obtenu le 28 février à l'occasion de la conférence nationale 28 février 1990. Et dedans, lorsqu'on parle du consensus, c'est un pacte nouveau. Parce que ce n'est pas de gaieté du cœur que ce qui s'est passé à la conférence nationale s'est passé. J'étais témoin. Donc c'est un pacte, c'est un engagement. Et toute personne qui met des tensions sur ce pacte, cet engagement, viole la République, déchiquette la République. Donc il y a une référentielle aujourd'hui qui n'est pas 1960, qui n'est pas 58, qui n'est pas 72, ni 75. La référentielle aujourd'hui, c'est le 28 février et le 1er mars 90. Je ne veux pas parler du 25 février, le jour où nous avons réclamé la souveraineté. Oh, si vous lisez le préambule, vous avez tout. Vous avez tout. Bon, j'ouvre un second chapitre, qui est le chapitre des hommes d'affaires qui viennent en politique. Je vous demande, ou des halogènes, le président Joël Aïvo a dit quelque chose, qu'on ne fasse pas des gens en conseil des ministres qui n'aient pas un parcours politique. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est le taux de représentation des non politiques purs dans une arène politique qu'il faut voir. Parce que l'œil extérieur est toujours important, partout. Lorsque vous prenez les scientifiques seuls pour réfléchir sur la science, ils vont faire des erreurs. Quand ils finiront, il faut quelqu'un qui ne soit pas scientifique pour regarder par rapport à la sociologie, à l'histoire, la philosophie, la spiritualité,
ce que le scientifique est en train de faire, de produire. Il en est de même lorsque nous sommes en politique. L'œil extérieur à la sphère politique est important pour dire à la politique les limites à ne pas franchir et aussi éclairer. Donc je ne suis pas du tout d'accord sur cette vue du professeur. J'ouvre une réflexion sur ce que vous avez dit. Lorsqu'on dit les financiers, les hommes qui financent, mais avez-vous les preuves de ce financement? On ne peut pas travailler sur des rumeurs. On peut travailler sur des rumeurs parce qu'il faut arriver à prouver qui est non politique pur et financier pur. Lorsque vous n'arrivez pas à poser la limite du non politique pur, c'est-à-dire financier pur, qui finance, qui veut venir, alors tout le raisonnement est faux. Ce n'est que des conjectures, ce n'est que de la subjectivité. Parce que ce que nous confondons dans ce pays, c'est 3 concepts dangereux. Parmi ces 3 concepts, il y a un qui est l'idéal. Lorsqu'on parle des politiciens, c'est péjoratif. Lorsqu'on parle des politiciens, c'est encore grave. Mais lorsqu'on parle du politique, c'est autre chose. C'est autre chose. Il ne faut pas confondre les 3 et vouloir dire il y a des halogènes à la politique et autres là. Lorsque vous aurez des débats scientifiques, des recherches pointues là-dessus, on va faire. Parce que votre science aussi procède de recherche de matériaux. Vous pouvez avoir les matériaux de réflexion pour les analyser. On peut vous les fournir. Beaucoup de gens ici peuvent vous les fournir. Et puis, lorsque nous parlons de l'égalité des chances, c'est vrai, quand vous prenez toutes les lois de la République, et notre pays a cette particularité que nous avons des lois vraiment, et je remercie vous les scientifiques, nous avons des lois proches de la perfection. Le problème au Bénin n'est pas fondamentalement, en dehors de ce qu'on doit actualiser certaines petites choses, le problème n'est pas fondamentalement le problème des tests. C'est le problème des hommes. Et ici, c'est la capacité morale. C'est l'éthique politique. Je n'aime pas trop ce mot, mais c'est le degré de compréhension, de vivre l'intérieur comme l'extérieur qui est le problème ici. Donc, je ne suis pas du tout d'accord lorsque vous découvrez, et puis ça va être la mode maintenant. Certains vont jusqu'à dire, et les hommes d'affaires n'ont qu'à rester dans la sphère des affaires. Et des patrons de l'Église ont même eu le courage de dire, il y a des gens qui ne sont faits que pour les affaires et qui n'ont rien à faire ici. Mais je vous dis de réfléchir sur ces choses. Ça n'a aucun sens. Tout citoyen, par définition, est politique. Mais tout citoyen ne peut pas être politicien. Tout citoyen ne peut pas être politicard. Parce que la citoyenneté est contrat, professeur. La citoyenneté est contrat et la République est contrat. Je vais finir. Lorsque vous parlez, je saute de beaucoup d'aspects. Lorsque vous parlez un communicateur parle de l'égalité des chances et de choses. Mais vous prenez l'ORTB, vous êtes tous vivants dans ce pays. Vous prenez la RAC, vous êtes vivants dans ce pays. Vous prenez moi-même qui parle devant vous. Et il y a des témoins, je ne veux pas citer. Lorsqu'on dit, ce monsieur, on ne veut pas qu'il parle. Il ne doit pas intervenir sur aucune station radio, télévision. Monsieur le professeur, je parle devant tout le monde. Il fut un moment où j'ai fait l'expérience de Facebook, de Twitter et autres. J'ai compris que ça ne marchait pas. J'ai puisé dans mes ressources et je faisais des conférences 2 fois par mois. Une seule conférence me coûtait au moins 3 millions. Au bas mot, si je ne dépense pas du tout, j'ai 1 500 000, 2 millions. J'ai les factures. Voulez-vous un député gagne 1 500 000, 2 millions s'il est vraiment assidu? C'est le député qui va tous les jours au Parlement, qui commande les commissions, les voyages, les missions à l'étranger, il est entre 1 500 000, 2 millions. Les députés qui perdent le temps, qui utilisent le temps à autre chose comme moi, ne gagnent pas. Les fiches de paie sont là, on peut vous montrer. Comment je peux venir parler chaque fois que je vais sortir cette masse d'argent? Et malgré ça, on dit que les partis politiques sont mieux. Les partis politiques ne travaillent pas, ils ne foutent rien. Ils vont faire quoi?
Je vous donne un exemple. Et les patrons de presse sont ici. Parfois même, vous voulez communiquer, on vous dit, c'est interdit. Vous n'allez pas parler. Donc, il faut voir. Et l'égalité des chances, c'est aussi le chef de l'État, le pouvoir exécutif. Lorsque dans un pays, à l'approche des élections, vous voyez un chef d'État qui s'érige complètement en directeur de campagne avec tous les moyens de l'État et que tout le monde se tait, il y a quelle transparence? Il y a quelle crédibilité? Moi, je vous dis, parlez les choses dans leur nudité. Déshabillez les choses. Vous verrez le mal qui tue la République. Je vais vous demander d'applaudir. Non, je sais. Ce n'est pas une manière de m'applaudir. Ce n'est pas une manière de m'applaudir. Je vais arrêter mes propos. Oui. Mais ce n'est pas bon d'applaudir comme dans les sphères de spectacle, non. Le travail ici est scientifique. Et on nous a invités. Je vais m'en arrêter là. Mais vous comprenez ce qui est dans ma pensée. Sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Voilà, je vous souhaite de bons entretiens. Je ne sais pas si je vais rester jusqu'à la fin. Mais voilà, le problème dans leur nudité, débat par débat, on peut le faire. Y compris même les faux débats, les vrais débats, les insinuations, et ci et ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que l'honorable Candide Azanahi s'est prononcé sur un certain nombre de choses. Alors, je vais donc donner la parole à Alexandre Rontonji. Monsieur le professeur et chers amis, et vous tous, chers frères et invités, c'est vrai, nous sommes à une rencontre scientifique. Et cette rencontre scientifique, pour des entretiens politiques, quand les scientifiques se retrouvent, ils se posent un certain nombre de questions. La première chose qui me vient à l'esprit, de dire, mais notre classe politique dérive de quoi? Je me reporte à 1885, congrès de Berlin, avec la partition du pays. Je me reporte à 1894, avec la création du territoire du Dahomey, sur la base de peuples unis, presque pas contrainte, ou pas contrainte, le mode de gestion de ces peuples, et surtout de l'élite, le diviser pour régner. Et je vais plus loin. L'ancêtre des partis politiques au Bénin s'appelle l'UPD, l'Union progressiste dahoméenne, vous le savez. Mais nous n'avons pas oublié la leçon de nos patrons. Nous avons commencé par diviser également pour régner. Au sommet de ces partis, le tribalisme, le népotisme, le régionalisme ont sévi. Et cela a mené des replis identitaires. Et déjà, à la veille de 1958, je voudrais rappeler, 4 décembre 1958, c'est la naissance de la République du Dahomey. Il y avait déjà 3 partis politiques. Et notre pays a été divisé en 3 partis électoraux. Au nord, il y a le groupe ethnique du nord du Dahomey, créé par le feu président Maga. Il y a au centre et à l'ouest l'UDD, créé par le président Ahoma Negbe, et le PRD à l'est. Et cette partition est le fondement de toutes les péripéties politiques que nous avons connues, les coups d'État et toutes les stabilités que nous avons connues jusqu'en 1972. Et même 1970 n'a pas pu régler le problème. 1970, c'est le Conseil présidentiel, où les 3 présidents, ces 3 présidents que je viens de nommer, sont restés ensemble pour diriger le pays. Et chacun, l'un après l'autre. Ça n'a pas réglé le problème. Même avec l'embrigadement de 1972, à partir de 1972, surtout avec le parti-État en 1975, eh bien, dès que nous avons retrouvé la liberté en 1990, eh bien, nous avons eu une multitude de partis. Mais les premiers partis, les 17 premiers partis, le même mode de gestion a continué. Le régionalisme, le tribalisme et
le repli identitaire a continué. Aujourd'hui, nous sommes à 223 partis politiques. Moi, j'ai assisté à la naissance d'un parti le samedi dernier. Alors, si nous sommes 4500 électeurs au Bénin, divisez cela par 250, vous verrez que la base électorale est tellement rétrécie que les partis politiques n'ont plus aucune influence sur les événements politiques importants. À moins de se regrouper en grands blocs. Aujourd'hui au Bénin, ceux qui font la fête, c'est FCBE et l'UN. Le PRD, parce que mis en exergue ces derniers temps grâce à l'UN. Nous allons en parler tout à l'heure, que ces éléments puissent nous permettre, n'est-ce pas, de tirer des leçons importantes et de prendre des postures sur l'échiquier politique national qui nous permettent d'avoir une action importante sur les facteurs clés de déstabilisation et de désunion de notre pays. Merci, monsieur le professeur, de m'avoir donné cette occasion. Merci beaucoup. Alors, on va rapidement évoluer. Je constate que chaque personnalité, que toutes les personnalités ont leur centre d'intérêt et chacune d'entre elles intervient en fonction, justement, du sujet qui l'intéresse. Mais j'ai remarqué tout à l'heure, au fond de la salle, l'honorable Valentin Roudet, qui est parti. Dommage, sinon on allait l'écouter rapidement sur cette initiative. Mais nous allons donner la parole. Parmi les personnalités que nous avons, il y a quand même de braves femmes. Il y a des dames qui sont avec nous. Et avant de continuer, nous allons donner la parole à l'honorable Amisetou Afo Djobo. Merci, monsieur le modérateur. Merci. Bonjour, professeur Joël Aïvo. Bonjour. Bonjour à toutes les personnalités qui sont autour de la table et bonjour aux participants de ce workshop. Moi, je voudrais dire spécialement merci à la BDC pour cette initiative parce que si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des inquiétudes. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que le 6 avril 2016, nous devons avoir un nouveau président. Mais comment y arriver, c'est un flou total. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et donc pour ça, moi, je voudrais vraiment féliciter cette initiative et nous demander de rester vraiment présents tout au long de la journée pour apporter nos contributions à cette réflexion. Parce que là, c'est véritablement le flou. Tout le monde se pose la question. Dans nos maisons, dans nos milieux politiques, on se pose la question, on ne sait pas où on est. Malgré tout ce qu'on nous a fait voir, fait vivre pendant 10 ans bientôt, la force d'un pouvoir, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors c'est pour ça que nous sommes là et je souhaite vraiment que nous soyons là, que nous restions, que nous fassions les réflexions pour trouver donc des solutions, des pistes de solutions. Et je remercie au passage l'initiative qui a consisté à ce que le Canal 3 soit partenaire technique pour permettre à nos compatriotes, malheureusement, je ne sais pas si Canal 3 couvre l'étendue du territoire, mais pour permettre quand même à certains compatriotes qui n'ont pas pu être là, de partager ce qui se fait aujourd'hui et partant de là, de prendre conscience de ce qui va se passer le 28 février 2016. Je vous remercie. Oui, merci. Merci, professeur Joël Aïvo et chers jeunes frères. Merci beaucoup. En 2 minutes, qu'est-ce qu'on peut dire que de remercier et souhaiter que le cap soit maintenu jusqu'aux élections. Moi, je vais m'intéresser à une problématique. La Constitution dit que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Mais quel serait véritablement le rôle des partis politiques dans une élection où depuis 1991, les élus n'ont jamais été membres d'un parti politique? C'est-à-dire, ils ne sortent pas des cadres des partis politiques. Quelle serait l'influence des partis sur l'élection? Moi, je suis vraiment curieux, je veux savoir. Quand on regarde, à part le PRD ou la RB, où le candidat sort du parti politique, tout le reste, quand on prend le cas de Mathieu Kérékou, il y a eu lui-même qui est là. C'est des candidats indépendants. Et aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, comme le diraient d'autres, les opérateurs économiques, tout cela, c'est des candidats indépendants. Quelle serait l'emprise véritablement des partis sur ces personnes? Comment essayer de conjuguer
de mettre tout ça en harmonie pour que les partis aient leur mot à dire. Comment est-ce que les partis peuvent encadrer cela? Moi, c'est la question qui m'intéresserait. Mais j'ai espoir que le 6 avril, nous aurons un président de la République. Moi, je suis sûr et certain de cela. Et vous savez, le Bénin, c'est... Nous sommes... Enfin, il y a ce qu'on appelle le génie béninois. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Seulement, restons sur notre veille. Restons sur la garde. Et l'alternance aura lieu. Que ce soit inclusif, comme dirait le professeur Bakou, que ce soit exclusif, comme dirait d'autres, dans tous les cas, l'alternance aura lieu et le Bénin nous appartient à nous tous. Et tous les Béninois, je souhaiterais que tous les Béninois soient conviés à la bonne gestion, à la bonne gouvernance. Je ne serai pas long, professeur Aïvo, merci beaucoup. C'est avec joie et un plaisir réel que je suis arrivé ici pour prendre part donc à l'initiative que je trouve vraiment louable. Merci. Merci. Alors, nous allons très rapidement progresser toujours dans les interventions. Et avant de donner la parole à la société civile et également à certaines personnalités qui sont ici, je voudrais saluer la présence, c'est vrai qu'il est un peu en retard, la présence de Lazare Seruito, ancien ministre et ancien député, qui tout à l'heure va nous présenter une communication sur la sélection des candidats à l'élection présidentielle. Vous allez me permettre maintenant de donner la parole à M. Timothée Ardanin. Merci. Bonjour tout le monde. Professeur Aïvo, vous m'avez tiré de mon trou et je constate que vous cherchez toujours à me faire venir lorsque vous faites pareilles réflexions. Je voudrais dire que le sujet m'intéresse, moi, à beaucoup d'autres titres. Et même en tant qu'ancien ministre, je n'ai pas été ministre sortant de nulle part, ne connaissant rien à la cause politique, comme vous avez eu à le souligner pour certains. Je n'ai pas été ce ministre. De sorte que je ne pense pas qu'il soit souhaitable. Je suis donc d'accord avec vous que les partis politiques jouent un rôle dans, en fait, la promotion de certaines personnes qu'ils ont préparées à occuper des postes de ministres. Je suis ancien parlementaire. Je suis ancien président de groupe parlementaire. Je suis arrivé à l'Assemblée nationale grâce à un parti politique. Et je crois que jusqu'à présent, c'est les partis politiques qui envoient des députés à l'Assemblée nationale. C'est la Constitution qui a été ainsi faite qu'il n'y a pas de, disons, de candidature libre, de candidat libre. Mais alors, comme mon prédécesseur vient de dire, est-ce que c'est les partis politiques qui choisissent ou qui envoient des gens comme compétiteurs pour devenir président de la République? C'est très compliqué, comme dit mon voisin. Est-ce que c'est ça? J'ai entendu certains dire que ce n'est pas normal, que c'est la Constitution qui a permis à tout le monde de, disons, cette pagaille, comme certains ont trouvé. Je ne sais pas si c'est une pagaille, mais je crois que la réflexion ici doit pouvoir le dire. Et moi, je déplore de toutes les façons le fait que la désignation des partis politiques, des présidents de la République ou des candidats à la présidence de la République, disons, échappe aux partis politiques. Et je crois qu'ils cessent, ce faisant, ils cessent d'animer la vie politique. Et il faut qu'on puisse, c'est mon point de vue un peu, il faut qu'on puisse leur redonner ce pouvoir. Et comme certains l'ont dit, il paraît qu'ailleurs, c'est les partis politiques qui envoient les gens, font les candidats, ou c'est en leur sein, ou bon, en tout cas. Bref, je voudrais quand même qu'ils soient importants. Or, il me semble que leur importance
C'est comme un collègue a dit, que parlant des jeunes, ils ont cessé d'être des hommes politiques, ils sont des démarcheurs politiques. De la même façon, il ne faut pas que les partis politiques deviennent des démarcheurs politiques. Bon, alors, je voudrais que nous réfléchissions bien sur tout ça. Je dis ça m'intéresse à plus d'un titre. Et nous aurons l'occasion d'intervenir dessus. Je vous remercie. Ok. Mesdames et messieurs, nous allons toujours continuer. Nous allons écouter. Vous savez, nous avons beaucoup de personnalités ici et on ne pourra malheureusement pas écouter tout le monde. Je crois que quand nous allons finir avec les communications, après les deux panels, en début d'après-midi, il y aura une large discussion, il y aura un grand débat et tout le monde pourra intervenir. Mais avant de finir, je vais donner encore la parole à deux personnes très rapidement. D'abord, le professeur Victor Tokpano. Okay. Moi aussi, je remercie, je m'avoue à tout le monde, c'est devenu une tradition, pour remercier les organisateurs, en particulier le professeur Joël Aïvor, et puis la Fondation Hans Seidel qui l'a toujours accompagné. Je me retrouve avec plaisir ici parce que il y a une représentation politique suffisamment importante dans cette salle qui permet justement d'aborder les problèmes en principe, avec suffisamment de sincérité. Moi, je pense que c'est une initiative, une excellente initiative qui mérite d'être multipliée, à condition, madame, que ce ne soit pas des rencontres de plus. Parce que je ne suis pas sûr que c'est ce que vous-même vous auriez souhaité. Vous auriez voulu que ce soit une rencontre différente des autres, parce que pouvant apporter quelque chose de plus. Mais pour qu'il en soit ainsi, il lui fallut au préalable avoir des acteurs sincères, des acteurs francs, et en tout cas, pas d'hypocrites. Je le dis avec d'autant plus d'aisance que nous avons un collègue de faculté qui disait un jour à la télé, nous sommes 10 millions de Béninois, 10 millions d'hypocrites. C'est de l'hypocrisie ce que nous faisons. Les acteurs politiques béninois savent tous quel est le problème du Bénin. Eux tous. Ils le savent. Ils savent où on doit mener un pays. Mais ils sont juste incapables de le faire, simplement parce qu'ils sont des hypocrites. Et où est l'hypocrisie en réalité? C'est la conception qu'ils se font tous de l'État. Il faut arrêter de blaguer les gens. Tous les acteurs béninois, politiques béninois, sont tous plus ou moins convaincus que l'État, c'est un immense gâteau, où il faut se battre tout au long de sa vie pour accéder à une fonction étatique, juste pour prendre sa part. C'est tout. Mais aussi longtemps qu'il en sera ainsi, pourquoi voulez-vous qu'il travaille pour l'intérêt du pays? Plus personne ne reconnaît sa responsabilité, personne ne sait ce qu'il doit faire, parce que justement, on n'est préoccupé que par une chose, comment faire pour accéder à cet immense gâteau, pour prendre sa part. Mais c'est ça la réalité. C'est ça le vrai problème. Alors à ce moment-là, le problème scientifique qui se pose, c'est la question de la redistribution de la richesse nationale. Est-ce que nous sommes tenus de la redistribuer vote après vote, élection après élection? Mais si on est tous honnêtes, on décide de mettre un terme à notre démocratie, c'est plus simple. Et on choisit un mode de redistribution puisque tout le monde pourra accéder à ce poste, à ces fonctions et prendre sa part. Pourquoi voulez-vous que tous les 5 ans, on gaspille des milliards pour une Sénat, soyons sérieux, qui ne ressemble à rien, pour ensuite élire des gens, pour alimenter la transhumance, certains parlent de nomadisme, simplement parce que tout le monde doit pouvoir trouver la voie la plus courte pour aller au gâteau et prendre sa part. Mais c'est ça de ça qu'il s'agit. Vous laissez, ce faisant, les 85% de nos populations analphabètes, entre 15% dans les communes, on se partage la richesse nationale, on va redistribuer, parce que quand on va sur le terrain, il faut donner de l'argent. Les populations ont fini par le comprendre. Ils n'attendent plus rien de l'État béninois, mais ils attendent tout des acteurs politiques, parce qu'ils savent qu'eux, au moins, ils iront prendre leur part, ils viendront redistribuer. Donc c'est fondamentalement la question de la redistribution de la richesse nationale qui est en cause. Et moi, je suis désormais prêt, parce qu'en plus de mon statut politique, j'assume, je revendique mon statut intellectuel. En tant qu'intellectuel, il faut avoir le courage de poser certains problèmes.
que politiquement on peut ne pas poser. Intellectuellement, est-ce la démocratie qui est le meilleur moyen de redistribution de la richesse nationale au Bénin, ou bien on s'entend pour se dire, voilà, désormais, un peu comme nos aînés l'ont fait, mais de façon maladroite, en ayant choisi 3 présidents. Il n'y avait qu'au Bénin qu'on pouvait trouver ça. Une anomalie, une stupidité, mais qui semble réjouir tout le monde, qui semble constituer le socle des problèmes actuels d'hier, etc., et que l'on revendique publiquement. Mais il y a un problème. Nous sommes le seul pays à avoir été incapable de désigner un président. On leur dit, allez vous entendre, ils reviennent, ils disent, on en choisit 3. Heureusement d'ailleurs, dès que le premier a fini, les 2 autres n'ont jamais pu exercer. Bon, heureusement. Mais c'était une anomalie. Comment est-ce qu'en intellectuel, près de 30 ans après, on peut encore convoquer cet épisode de notre histoire, l'utiliser pour justifier des réalités actuelles et être fier. Et être fier, c'est ça le problème. Et en plus, au-delà de la fierté, ils sont sincères. Mais non, aujourd'hui, tout le monde, la seule chose qui les préoccupe, et c'est ça le problème de fond, c'est la redistribution de la richesse nationale. Tout le monde attend pour voir là où ira le vent, en particulier ces partis dont vous parlez. Et quand le vent ira dans tel sens, vous allez tous les voir. On va dire, bon, tous on soutient ça parce que tout le monde veut aller. Et ceux qui n'ont pas eu le courage à ce moment-là d'y aller, ils vont s'exercer à ce qu'on appelle la transhumance. Vous allez voir les déclarations les unes après les autres pour faire l'apologie de nouveau qui est là, simplement parce qu'on veut prendre sa part. Arrêtons un peu d'être hypocrites. Arrêtons. Sinon, on ne s'en sortira pas. Je vous remercie. Merci donc au professeur Victor Tokpanou. On va finir maintenant avec la longue liste des interventions. On va finir en beauté et en douceur avec Madame Colette Cueto. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on va finir en douceur, mais on va vite finir. Je voudrais vous remercier pour l'amitié que vous me faites, professeur Aïva, en m'invitant ici. Et je voudrais également saluer toutes ces excellences qui sont là, tous ces enseignants qui sont là, parce que nous sommes venus comme à une école de formation. Je suis élève, je suis étudiante, je suis enseignante, je suis venue à une école de formation. Et je voudrais véritablement m'engager à l'école de la bonne gouvernance, savoir ce que c'est. Et pour moi, ce que c'est participer à ces entretiens que nous avons depuis tout à l'heure et continuer de les enrichir et de mieux les préciser. Parce que ce qu'il faut, ce n'est pas bavarder, c'est sortir d'ici avec des idées claires. Ce que je souhaiterais savoir, c'est comment faire de nos présidents de vrais leaders et comment faire en sorte qu'ils puissent nous entraîner jusqu'à la base où la pauvreté sévit toujours et où le développement n'arrive pas. Sinon, je voudrais dire que ces entretiens devraient continuer pour que nous puissions avoir une stratégie claire pour déboucher sur des résultats. Je suis une femme et je sais que la marmite qui se présente à moi est une marmite pleine de crabes, de viande de mouton, de viande de toutes sortes de choses et qui ne nous amènent pas loin. Il ne faudrait pas que nous recommencions et recommencions sans cesse, comme si nous n'avons jamais grandi ni mûri. Je compte sur tous les exposants pour faire de ces assises une véritable école de formation où nous aurons tous des résultats que nous attendons depuis longtemps. Je vous remercie. J'annonçais tout à l'heure, mesdames et messieurs, la fin des interventions, mais c'était sans consulter le présidium, c'était sans consulter le professeur Aïva. Donc je reviens sur l'annonce de tout à l'heure pour vous dire que nous sommes comblés et nous sommes heureux ce matin, puisque nous allons finir par deux dames. Donc je donne la parole à Madame Aguemon Sikirat. Tout d'abord, je commence par remercier les organisateurs de cette rencontre. Je suis très fière d'eux parce qu'ils m'appellent d'habitude maman. Et moi-même, je les appelle mes enfants. Donc, je suis fière d'eux et je suis toujours présente à leur côté. Dès qu'ils organisent, ils m'appellent, j'arrive. Et je les remercie. Je suis ici
en tant que femme scientifique, ancien doyen de la faculté de droit, professeur à la faculté de droit, mais en tant que femme politique aussi. J'ai été ministre il y a peut-être 20 ans et vice-présidente d'un des plus grands partis du Bénin, la RB. J'ai démissionné pour mes raisons personnelles, mais je demeure quand même une femme politique. Je trouve que c'est très difficile parce que, est-ce qu'il y a réellement de partis politiques dans ce pays? À part quelques partis dignes du nom, et encore, en ce qui concerne leur mode de fonctionnement, il y a une kyrielle de partis et qui naît souvent à la veille des élections, chaque fois présidentielles, pour pouvoir partager le gâteau, pour pouvoir faire l'intéressant. Donc c'est très difficile, c'est une tâche ardue et ça doit intéresser tout le monde ici, que les scientifiques, les politiques. Et pour cela, je vous remercie beaucoup. La tâche sera dure, les débats seront houleux. Et c'est dommage que certaines personnes partent. Je suis en train de dire à mon fils, lui, de rester. De toute façon, je voulais entendre. Parce que lui disait que, bon, les scientifiques, c'est toi. Non. Les professeurs de droit, c'est la doctrine même. Et la doctrine se base sur quelque chose qui existe. On se base sur le concret. Donc, on n'est pas si... on dit certaines vérités. Après une synthèse d'idées qu'on a reçues concrètement. Je vous remercie. Merci beaucoup.